Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre émission d'été. Aujourd'hui, ils se sont investis à l'échelle de leur commune, de leur quartier, parfois de leur rue, de leur école, ou se sont lancés dans des voies à contre-courant, et tous ont pour ambition de faire bouger les lignes vers un monde plus respectueux de la planète. Aujourd'hui, on s'intéresse aux questions d'alimentation avec nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes tous porteurs de projets dans le domaine de l'alimentation durable. Lola van der Vliet, on va commencer avec vous. Vous vous occupez du kiosque à graines, qui est installé un petit peu dans le nord de Bruxelles, pas très loin d'ici, du côté de Molenbeek-Laken. C'est bien ça. Et comme son nom ne l'indique pas, vous ne distribuez pas des graines. En tout cas, c'est pas exactement ça le but. C'est ça, le nom est un peu fallacieux. Donc le kiosque à graines, c'est une initiative qui a commencé. On a eu le kiosque qui est en fait un vélo cargo customisé avec un espace à l'avant pour pouvoir faire des animations autour du jardinage. Donc le but du kiosque à graines, c'est d'inciter les gens à cultiver chez eux, qu'ils aient ou non un jardin. Donc on va vous donner des trucs et astuces pour aider les gens à cultiver, qu'ils aient un balcon, une petite terrasse, un accès à un jardin. Donc on le voit un peu sur les images à quoi ressemble le vélo. Ouais, alors effectivement, je disais, on a toutes sortes de projets. On a un autre projet qui est proche aussi du potager, et ça c'est le vôtre, Sébastien Mathieu. Et vous avez contribué à créer un potager qui remplace, ou en tout cas qui se trouve en plein milieu d'une rue dans le centre-ville. Ouais, c'est ça. Donc avec les habitants du quartier Alhambra, la rue avait été fermée par la commune. Et on a décidé de trouver quelque chose de mieux que des blocs en béton pour fermer la rue. Donc on a créé un potager de toutes pièces. Il y a 13 bacs pour 13 familles pour faire pousser des légumes sur la chaussée. Ouais, et vous nous expliquerez tout à l'heure comment ça prend, comment ça fonctionne, quel est le but exactement de tout ça. Monique Capelmans, bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous, c'est à l'école que vous avez essayé d'amener cette réflexion sur l'alimentation saine, l'alimentation durable. Voilà, bien s'alimenter à l'école. Donc c'est une jeune école, elle a 4 ans. Et depuis le début, dans le projet d'établissement, on a vraiment un paragraphe consacré à s'alimenter sainement et en même temps bouger dans son corps, qui sont les deux volets de l'appel à projet Fondation Roi Baudouin qu'on développera par après. Oui, c'est ça, c'est un projet qui a été soutenu effectivement par la Fondation Roi Baudouin. Je rappelle que c'est à l'école La Vertu, qui est une école qui est située à Schaerbeek. Aurélie Labarge, vous avez lancé une épicerie bio qui se trouve à Forêt, mais qui n'est pas qu'une simple épicerie bio, c'est un peu plus que ça? Ce qu'on se veut, c'est être un relais de producteurs. Donc on a une bonne trentaine de producteurs qui nous livrent, donc en relation tout à fait directe et transparente. Et puis on a effectivement des produits d'épicerie bio qui sont alors en vrac, un maximum. Et on a un modèle de gestion coopératif aussi. Ouais, et ça, vous nous expliquerez. Donc, c'est l'épicerie La Vivrière. Et enfin, Raphaël Duprier, bonjour. Donc, vous êtes cofondateur du projet Little Food. On en a déjà parlé. C'est cette production d'insectes avec l'idée que, d'une part, les insectes, consommer des insectes, c'est meilleur pour l'environnement. Et puis, c'est appelé à remplacer la viande. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est une coopérative d'agriculture urbaine qui fait à la fois de l'élevage d'insectes, à la fois de la préparation, à la fois de la promotion du grillon en tant qu'aliment. Et les insectes sont beaucoup plus efficaces que d'autres animaux pour transformer de la nourriture en aliment pour les humains. C'est aussi quelque chose qui est très nutritif, quelque chose qui est aussi original, bien sûr. Ouais, et vous nous expliquerez, parce qu'évidemment, c'est un pari, c'est un peu c'est un risque, parce que ça nécessite évidemment de changer un petit peu les habitudes et les réflexes alimentaires des gens. Vous nous l'expliquerez. Aurélie Labarge, donc vous, je le disais, vous êtes installée à Forêt. Est-ce que c'était un choix délibéré, donc près de la place Saint-Denis? Sur la place Saint-Denis. Ouais. Est-ce que c'était un choix délibéré d'aller s'installer dans ce quartier-là précisément? C'est-à-dire qu'on voulait s'installer dans le bas de Forêt, là où il y a tout à faire en fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'épiceries ou de projets de ce type-là dans ces quartiers? C'est-à-dire qu'il y a des épiceries, mais des épiceries d'alimentation durable, on n'a pas. Et donc, on voulait être sur ce périmètre-là, effectivement. Après, ça a fait débat au niveau des coopérateurs de dire est-ce qu'on ose, est-ce qu'on y va? Ouais, parce que c'est pas facile forcément de s'installer avec un projet comme celui-là dans un quartier où il n'y a pas encore déjà
C'est-à-dire qu'on disait, est-ce que le public sera là au rendez-vous, en fait est-ce qu'on aura des clients en clair? Parce que donc maintenant vous êtes installés depuis quelques mois. C'est ça, et on est très heureux parce que déjà en fait une population sensibilisée, elle est là, et ils étaient cruellement en manque, et ils devaient aller jusqu'au Mille Bruxelles pour se ravitailler en gros. Et sinon, eh bien, on a la joie en fait de toucher justement des populations où il y a tout un travail à faire, et ça pour nous c'est du bonheur en fait. Ouais, et quand vous dites qu'il y a tout un travail à faire, ça veut dire que... D'abord, les gens franchissent la porte de notre magasin, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas trop vers où aller, ou alors ils viennent avec un besoin précis, selon leur culture en fait. Par exemple, trouver un lait cru, c'est pas forcément facile à Bruxelles, il y a différentes portes d'entrée en fait, selon les cultures, et donc voilà, soit ils viennent avec un besoin spécifique à remplir, soit ils viennent avec l'envie en fait de mieux s'alimenter. Sébastien, Mathieu, donc on disait, vous êtes dans le quartier Alhambra, dans le centre-ville, qui n'est pas un quartier facile, hein, on l'a un peu suivi, il y a eu notamment des problèmes de prostitution, et c'est suite aux conséquences, en tout cas, de la prostitution dans le quartier, que la rue avait été fermée. Comment ça marche, ce potager que vous avez installé là-bas? Comment ça a été reçu par le quartier? Alors, on l'a construit il y a 3 ans, tout juste, et le moment fondateur a été la construction du potager. On l'a fait avec les habitants du quartier, on s'est réunis. Et même des gens qui étaient à l'extérieur du projet se sont joints à nous pour passer cette journée à monter des planches et mettre de la terre dedans. Et ça a vraiment créé un moment agréable dans le potager. Ouais, et c'est venu comment, au fond, l'idée du potager? Parce que donc, la rue était fermée, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place des blocs en béton? Et l'idée du potager s'est imposée? Alors, on a discuté avec le comité Alhambra et Mille Bruxelles en transition. Et on a cherché une solution pour remplacer ces blocs-là. Et c'est vrai que le fait de faire pousser des légumes était assez symbolique et assez agréable pour nous. Donc on a trouvé l'idée assez rapidement. On voit que ça marche, hein, parce que des légumes, on a été voir votre potager hier, il y a des courgettes, il y a des tomates. Donc, voilà, c'est la 3e année, on apprend petit à petit à faire pousser, parce qu'aucun de nous était maraîcher à la base. Et on voit, ce qui est génial, c'est qu'on voit 13 bacs différents avec 13 façons de pousser des légumes différentes. Est-ce que les 13 bacs sont gérés par des personnes différentes? Voilà. Chacun a son bac. On a choisi une gestion où chaque famille a un bac attitré. Ça permet vraiment que les gens se concentrent et soient actifs dans le potager. Et je pense que si on est encore là au bout de 3 ans, c'est aussi parce que tout le monde prend du plaisir à aller potager après le travail ou le week-end. On se retrouve tous ensemble. Ouais. Monique Kappelmans, le projet d'alimentation durable, comment il est reçu par les élèves? Parce que quand on dit aux élèves, à partir de maintenant, bon, le projet fait partie, c'est vrai, de l'école dès le départ, mais enfin, des élèves qui vont devoir renoncer à manger des barres chocolatées, à boire des sodas, des boissons sucrées, pétillantes, dont l'assiette au repas de midi est organisée peut-être d'une manière avec laquelle ils ne sont pas familiers. Comment c'est reçu par les élèves? Mais disons que la facilité a été que dès le début, c'était comme ça. Donc l'école a 4 ans et dès la première année, les parents, quand ils sont venus inscrire leurs enfants, savaient que la collation saine serait uniquement le fruit et légumes. Donc c'était clair au départ. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a eu des petites entourloupes et qu'on a dû un peu ajuster. D'ailleurs, cette année, chaque année, on a un thème dans l'école, et cette année, on a remis en avant le thème fruits et légumes. Donc là, on le voit hein, effectivement sur les images. Donc les collations des élèves ne peuvent être que des fruits et des légumes. Oui. Les parents ne peuvent rien mettre d'autre dans les collations. Rien d'autre. Donc comme vous l'avez dit, ni chocolat, ni yaourt. Et la boisson, c'est uniquement l'eau. Et ça c'était la première année, et puis voilà, il a fallu faire des animations autour de ça pour à la fois auprès des enfants, à la fois auprès des parents, pour amener à c'est pas toujours la collation fruits et légumes, ce n'est pas que la pomme et la banane, il y a plein d'autres façons d'apporter cette collation à l'école. Donc atelier parents pour chercher ensemble un échange d'idées. Animation au sein des classes avec les enseignants, avec des personnes de l'extérieur. Tout ça, petit à petit, a amené
à monter un potager sur notre coin terrasse, toit, donc enclavé entre les voisins et le mur de l'école. Donc à chercher un espace où il n'y a pas de terre dans notre école, donc on a amené des bacs, on a, avec les enfants, ils ont planté les graines, il y a eu des récoltes, il y a eu de la soupe qui a été faite dans certaines classes. À partir des légumes du potager ? Oui, il y a eu une distribution de salades aussi, parce que vraiment il y avait énormément de salades, et donc les enfants ont lavé, coupé la salade et distribué dans toutes les classes, ils ont incorporé ça dans leur sandwich. Est-ce que chez les enfants, ça crée vraiment des changements dans la manière de voir les choses Oui, il y a des enfants qui retournent chez leurs parents en disant c'est quand qu'on déménage pour avoir un potager. C'est pas tout le monde, mais voilà, ça existe. Il y a aussi le fait d'avoir uniquement le fruit et légumes. Ça signifie qu'on a des déchets uniquement organiques. Donc l'idée aussi, la 3e année de l'école, d'avoir un compost à l'école. Qui a capoté complètement parce que bon, c'est pas facile. Ouais, on expérimente avec ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais surtout voilà, il y a l'équilibre à avoir sec, humide. On avait bien la théorie, mais bon voilà, on pratique. Mais ça c'est super génial aussi parce qu'avec les élèves, on apprend de l'erreur et on apprend que voilà, c'est pas parce qu'on se trompe que c'est fini. On s'interroge, on analyse. Ouais. Et on avance. Alors, Little Food, là, on est quand même dans autre chose, dans un autre type de projet, mais c'est quand même une fameuse prise de risque aussi à la base. Maintenant, ça fait quelques années que vous êtes lancé là-dedans, et vous vous rendez compte vraiment que les mentalités évoluent par rapport aux insectes à consommer. Clairement, depuis... Parce que moi, vos petites fioles avec les insectes, là, ça me fait un peu peur. Hein. Vous me mettez en temps, vous avez mangé des crickers fumés, vous avez trouvé ça comment ? C'était bon, c'est vrai que Mais voilà, c'était une autre porte d'entrée. C'est clair que depuis 3 ans, les mentalités évoluent. Si on regarde autour de nous, il y a de plus en plus de gens qui ont goûté les insectes. Il y a toujours ce petit côté, il y a encore plein de gens qui sont dans la découverte. Mais il y a aujourd'hui aussi plein de gens qui ont déjà découvert le produit et qui sont prêts à aller plus loin. Parce qu'on entend quand même souvent, quand on parle d'insectes comestibles, on voit souvent que la première réaction, c'est un peu le dégoût, la répulsion, la crainte. Mais c'est beaucoup moins comme ça. C'est beaucoup moins comme ça selon vous aujourd'hui, ça change. Ça dépend des gens. Il y a toujours des gens que ça dégoûte, il y a toujours des gens qui ont peur, mais on aime bien un petit peu bousculer et jouer justement avec ces peurs. Et puis, ça permet aussi une émulation. C'est-à-dire que si vous amenez ça et donc ça, ce soir, donc ça, ce sont des grillons fumés, par exemple, et vous vous dites, tiens, avant de commencer à les cuisiner, les mettre dans une salade, en faire vraiment un plat, je vais d'abord découvrir le produit avec des amis. Vous allez vous amuser parce qu'il y aura des réactions différentes. Et c'est le premier pas, en fait, la découverte de cette diversité, la découverte de ces insectes. C'est le premier pas vers une transition au niveau alimentaire, de manger moins de viande, de manger de la viande. Et à terme, les insectes vont remplacer la viande, selon vous, peuvent remplacer la viande, en tout cas pour certains. Moi, j'essaye d'avoir des discours plus nuancés que ça, personnellement. Et chez Little Food aussi, on essaie d'avoir des discours plus nuancés. On essaye plutôt de repenser à la façon dont l'animal d'élevage doit reprendre la bonne place dans un système agricole global, c'est-à-dire en consommant les denrées que les humains ne savent pas manger. Les vaches sont faites pour manger de l'herbe et pas pour manger du maïs. Et puis, nos insectes, ils valorisent des produits qui sont des coproduits agricoles, qui sont des coproduits bio, qui sont faits en ville avec une transparence où les gens peuvent venir voir l'élevage. Enfin, ils proposent une découverte d'autres cultures, une découverte de nouveaux produits qui sont beaucoup plus écologiques et beaucoup plus efficaces par rapport à la viande habituelle, quoi. Ouais, et donc pour revenir au succès de votre projet, c'est vrai que vos chiffres quand même ont tendance à montrer que il y a une réelle adhésion en fait qui existe. En tout cas, ça commence à venir, quoi. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on vend des produits dans les magasins bio. Ça a plutôt bien accroché, on est content et donc on continue et on va aller plus loin. Maintenant, rien n'est encore gagné, ça reste quelque chose de nouveau.
On ne sait pas du tout à quel rythme ça va se développer. A priori, les cultures alimentaires, elles évoluent, elles changent et tous les acteurs ici autour de la table essayent d'être acteurs de ça. Mais toute la question, c'est de savoir à quel rythme ça se fait. Alors, le Lavendervliet, pour revenir au kiosque à graines, on a vraiment des projets très différents sur ce plateau. Je pensais notamment à votre projet ou à celui de Sébastien Mathieu. À votre avis, des projets comme ça, ou à la vivrière aussi, à l'épicerie, des projets comme ça qui peuvent paraître très locaux, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact beaucoup plus important que finalement le public ou le quartier auquel ils sont destinés? Oui, je pense que des projets comme celui qu'on a avec le kiosque à graines ou celui de Sébastien, c'est des projets qui qui peuvent susciter de l'intérêt et qui peuvent aussi donner de l'impulsion à des gens qui n'osent pas franchir le pas de recommencer chez eux, parce que c'est des projets à plus petite échelle. Et je pense qu'ils montrent à quel point, en fait, quand on a un projet qui a une bonne idée, c'est très facile à mettre en place et ça rencontre un certain succès. Donc je pense qu'ils peuvent, oui, être reproductibles et donner l'envie d'être fait. Vous, votre projet, il est assez jeune, hein, il a quelques semaines. Oui. Hein, en fait, oui, le projet a commencé, l'idée du projet a germé en 2015, mais on a le vélo que depuis le 24 juin. Donc oui, le projet est vraiment tout récent. Donc c'est difficile encore d'en évaluer l'impact ou l'intérêt qu'il peut susciter chez les gens. Néanmoins, quand vous vous baladez comme ça avec votre kiosque, vous voyez que ne fût-ce que l'aménagement en lui-même suscite la curiosité. Mais ça, l'objet en lui-même est déjà assez voyant, et comme on peut le disposer et l'étendre dans l'espace, on attire déjà l'attention en plus avec des plantes. Et après, les gens sont assez curieux de nature, donc il suffit de leur demander est-ce que vous voulez pas vous rapprocher. Et en général, quand même, les gens ne refusent pas. Et voilà, les plantes, je pense que les gens, ça attire quand même beaucoup le regard. Ouais, Aurélie Labarge, par rapport à ces projets, comme les projets dont on parle aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, parce que vous, ça fait en plus très longtemps que vous êtes impliqué dans des projets d'alimentation durable, de rapport aux producteurs, de circuits courts, etc. Vous avez notamment lancé la première ruche qui dit oui à Bruxelles, vous allez nous expliquer en 2 mots ce que c'est. Mais est-ce que vous sentez, vous, que les lignes sont en train de bouger ? Je dirais, bon, ça peut paraître un peu large comme question, mais par exemple en termes de public qui s'intéresse à ces questions-là, en termes de coûts aussi, de l'impact que ça peut avoir sur les coûts des produits qui sont vendus. Très clairement, donc nous on parle de circuit court et le circuit court ça a un impact concret et direct au niveau local, en tout cas en termes d'emploi, et on le voit très bien en fait. Moi ça fait 6 ans que l'idée avait germé dans ma tête et que voilà, elle s'est mise en place au fur et à mesure, et effectivement on voit vraiment que ça prend de l'ampleur en fait. Autant il y a 3 ans, il fallait un peu plus s'expliquer, etc. Autant là, c'est assez concret dans la tête des gens. Et maintenant, les gens viennent en disant « Ok, maintenant je veux démarrer et comment je m'y prends ?» Alors qu'il y a 3 ans, il fallait beaucoup plus s'expliquer notamment. Ouais, et en termes de coûts, alors par exemple, là, pour les produits que vous vendez, puisque vous êtes installé dans ce quartier à Forêt, qui est le bas de Forêt, est-ce que les produits est-ce que vous parvenez, puisque ça fait partie aussi, je pense, de votre projet, est-ce que vous parvenez à rendre ces produits accessibles au plus grand nombre ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est notre pari à nous, de dire on rogne sur notre marge à nous pour le rendre accessible un maximum. Donc nous, on négocie pas nos prix auprès de nos producteurs. C'est le producteur qui fixe le prix qui est juste pour lui, économiquement. Et nous, on pratique une marge qui est en dessous de ce qui se fait habituellement dans un commerce, mais pour essayer de se situer, en fait, d'être un magasin, mais de se situer un peu comme si on était sur un marché en direct avec le producteur. Donc voilà, au niveau coût, on essaye de rendre l'alimentation juste pour tout le monde. Et ça, c'est notre pari à nous, quoi. Le coût, justement, Monique Appelmans, quand on essaye aussi de favoriser des assiettes bio, des produits bio, des légumes, des fruits, est-ce que ça a un impact, parce que c'est plus cher, évidemment, est-ce que ça a un impact financier pour les parents dans l'école que vous dirigez ? Alors, on essaye, comme tout le monde, rabaisser les prix au minimum du minimum sans faire de bénéfices. On est une école, c'est pas du tout à tendance commerciale. Le but, c'est que justement, on touche le plus possible d'enfants qui sont preneurs des repas qu'on offre, par exemple, parce qu'on a une formule gratuite, donc on est grâce à un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est pour toutes les écoles. Donc, si on s'inscrit à un certain projet, on peut bénéficier d'un fruit par semaine, par enfant.
en primaire, pas en maternelle. Et donc voilà, déjà là, ils ont un fruit par semaine, gratuit, bio, local. Et pour le repas de midi, par exemple? Et le repas du midi, là, donc, on offre, il y a une offre, c'est de l'association des parents qui s'en occupe, donc les mamans principalement, qui offre une soupe par semaine, payante à ceux qui veulent, à 50 cents la soupe. Et donc ça s'est fait en dehors de l'école parce qu'on n'a pas l'infrastructure, mais c'est vraiment très très démocratique en sachant qu'on essaye d'avoir des légumes bio, c'est pas toujours possible, mais si pas bio, en tout cas local. Et de saison de toute façon. Et tous les parents adhèrent, donc il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants à l'école, au repas du midi, au repas de l'école, ou bien il y en a qui choisissent d'autres? Alors pour le moment, le premier trimestre, enfin je parle de cette année-ci, le premier trimestre on avait à peu près la moitié des enfants qui se sont inscrits. Le deuxième trimestre un peu moins, mais parce que, oui, alors à côté de la soupe, il y a le repas aussi, un repas par semaine, un spaghetti bolognaise, avec beaucoup de légumes, plus que de viande. Et voilà, mais le deuxième trimestre, on avait offert que du riz et ça parlait moins aux enfants. Donc là aussi, c'est l'enfant qui choisit. Enfin, à la maison, il y a toute une problématique de communication, en fait. Donc la communication au sein de l'école, elle est surtout orale. Enfin, elle se fait par écrit, mais elle est surtout pratiquement orale. Et donc c'est là tout l'enjeu aussi de sensibiliser les parents au fur et à mesure. Alors, de nouveau, Sébastien Mathieu, pour revenir donc, sur l'impact que ces projets peuvent avoir, ces projets locaux, et comment est-ce qu'ils peuvent essaimer, ou en tout cas ce qu'ils peuvent toucher et avoir comme l'effet qu'ils peuvent avoir. Au bout de 3 ans, qu'est-ce que vous voyez, vous, avec le potager Alhambra? Parce que le but n'était pas uniquement de cultiver des légumes. Non, mais nous, on pensait faire un petit projet pour notre quartier. Ça répondait vraiment à une demande de ce quartier qui était très spécifique. Et en fait, avec la COP21, on a Rob Hopkins, qui est l'initiateur du mouvement des villes en transition, qui a entendu parler de notre potager et qui est venu... Qui est un Anglais, hein, c'est ça, qui a lancé effectivement ce mouvement des villes en transition. Et qui a entendu parler de notre potager et qui est venu spécialement à Bruxelles pour venir le voir. Et qui après en a parlé dans un livre qui a été amené à la COP21 à Paris. Et on a vu que grâce à ça, en fait, ce petit projet a eu des répercussions et a aussi fait parler de lui. Et je pense vraiment que ça a eu un impact en dehors de notre quartier par ce biais-là. Et juste pour la petite anecdote, il y a aussi National Geographic qui est venu à Bruxelles, dans le quartier Alhambra, pour parler du potager grâce à ça. Donc ça montre que les choses petites, quand elles sont réalisées, elles ont aussi un impact en dehors de la sphère. Mais après, au jour le jour, l'impact il est vraiment pour le quartier. On voit les gens qui s'arrêtent à un endroit où ils ne s'arrêtaient pas avant. On voit des cartes de touristes qui font un détour pour passer par le quartier Alhambra. Donc c'est vraiment devenu une curiosité touristique. Exactement. À l'échelle presque internationale, en fait. Hein. En tout cas, pour le quartier, ça a un impact. Ouais, mais vous vous rendez compte que ce succès, justement, qui est venu de Rob Hopkins et de personnes qui sont très investies dans ces questions-là, il se répercute aussi sur le quartier? Les gens vraiment s'y investissent? Alors nous, quand on jardine et qu'on voit des gens, on essaye toujours un peu d'expliquer pourquoi est-ce que potager est là. Aussi les autres initiatives de 1000 Bruxelles en transition, on fait des marchés gratuits, des repair cafés, des projections. Donc c'est aussi une porte d'entrée pour toucher les gens qui s'arrêtent et c'est un lieu de discussion en fait. C'est vraiment devenu un lieu de discussion dans le quartier qui n'en avait pas avant, quoi. Alors peut-être pour terminer un petit peu sur tout ça, quel impact aussi en termes d'emploi de tous ces projets? Parce qu'effectivement, il y a l'émulation que ça peut créer. Mais Raphaël Duprier, vous êtes bien placé pour savoir que ces projets qui s'intègrent dans cette question d'alimentation durable peuvent avoir vraiment un effet en termes d'emploi. Oui, donc nous, pour le moment, on a créé 3 emplois, qui sont les 3 emplois des fondateurs. Et on espère continuer sur cette voie-là. On espère pouvoir en créer un 4e en septembre. Et qui sait ce que nous réserve le futur. Ouais, Aurélie Labarche, c'est aussi un des aspects importants, ça, pour vous, c'est ce que ça peut générer concrètement en termes économiques, en termes d'emploi? Oui, moi, ça se ressent surtout chez nos producteurs, où on leur a amené un nouveau marché, en fait, clairement, en venant livrer dans Bruxelles. Et donc, on a créé directement quelques emplois, effectivement. La première année, on chiffrait quand même ça à 8 emplois, dont le mien, mais voilà, ça a été assez clair dès le départ. Ouais. Et donc, là aussi, alors ça veut dire que vraiment l'impact, en fait, il déborde de
de l'épicerie que vous avez créée. Il y a plein de choses, évidemment, tout autour. Quand on sait à qui on achète et qui on rémunère en se nourrissant, on sait voir sur quoi on appuie, en fait, ce qu'on ne sait pas faire dans un supermarché. Ouais, et quand vous parlez des emplois que ça crée parmi vos producteurs, c'est des producteurs qui ont choisi la voie, puisque ce que vous faites, c'est effectivement la voie du circuit court. Et quand des laitiers, aujourd'hui, peuvent dire je ne vends qu'en circuit court et je quitte la laiterie, pour moi, ça, c'est un impact direct au niveau de l'économie. On voit ce qu'on fait quand on consomme comme ça. Ouais, Lola van der Wiet, vous aussi en fait, puisque finalement le kiosque à graines aussi... C'est un tout nouveau projet et je pense qu'avoir un outil de travail qui est un vélo maintenant, ça montre bien qu'il y a un nouveau marché qui est possible pour avoir des nouveaux emplois. D'utiliser maintenant un vélo comme outil de travail, je pense que c'est donné à plusieurs personnes et je suis la seule employée pour le moment, mais qui sait, si le projet rencontre du succès, il y aura peut-être plusieurs kiosques à graines sur Bruxelles. Eh bien, merci à tous en tout cas d'être venus nous parler chacun de vos projets qui, on l'a bien compris, en tout cas font bouger les lignes. C'est bien le message que vous nous avez transmis aujourd'hui. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de dimanche à tous, à bientôt.